Et merci à Vincent Vauchel de maintenant venir nous parler au nom de la DGOS sur ce peut-être futur plan maladie rare, le PNMR 4, et sur toutes les informations nouvelles qu'on a peut-être aujourd'hui. J'ai quelques diapositives. Bonjour, merci à tous et merci de me donner l'occasion de parler ici à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Donc effectivement, sur le plan, j'ai quelques informations importantes à vous donner aujourd'hui sur le PNMR3 et sur le futur plan qui s'annonce. Déjà rappeler les 5 objectifs, c'est toujours bien de savoir d'où on part sur le troisième plan. Il y en avait 5 qui étaient donnés sur le troisième plan maladie rare. Le premier, c'était de permettre un diagnostic qui soit le plus rapide pour chacun et chacune qui est touché par une maladie rare. Innover et pour traiter, donc ça plus la partie traitement, de l'amélioration de la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades. Un quatrième objectif qui est autour de la communication, de la formation et de l'information aux patients. Et puis le cinquième objectif qui était de moderniser les organisations et d'optimiser les financements. Voilà les 5 ambitions que s'était donné le PNMR3. Le PNMR3 a permis quand même de consolider la maison maladie rare, à la fois à travers ces centres de référence qui existaient, de coordonner, Catherine Pogam le rappelait, grâce aux 23 filières de santé maladie rare qui sont venues structurer le réseau, et puis évidemment l'enjeu majeur qui a été rappelé, le partage de la donnée, le partage de la data avec la BNDMR. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans le PNMR3, je ne vais pas toutes les rappeler ici, mais on peut quand même citer qu'il y a quand même eu des appels à projets phares, notamment sur les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Il y en a eu plus de 300 qui ont été rédigés par les équipes, c'est énorme, et ça permet quand même d'avoir une base très importante pour les diagnostics et le soin. Il y a eu, pareil, sur l'éducation thérapeutique, plus de 200 programmes qui ont été déposés dans les ARS, donc c'est vous voyez, sur les thématiques des maladies rares, une dynamique qui a été vraiment très forte, et sur, évidemment, des enjeux de recherche et de recherche participative qui ont été majeurs. Ça, c'est pour vous rappeler que le plan, il est porté principalement, il est coordonné côté ministère de la Santé par la DGOS, mais pas que, puisqu'on travaille en lien, c'est un plan qui est co-porté par le ministère de la Recherche, donc aussi avec la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation, et puis avec d'autres acteurs majeurs, la cohésion sociale, la sécurité sociale, et un certain nombre d'acteurs aussi de la recherche. Il y a un rapport des filières qui est disponible aussi chaque année, et vous pourrez le retrouver en ligne. Là, le réseau, je vous le représente rapidement, mais Catherine Pogam l'a déjà fait finalement. Mais vous voyez que c'est une autre façon de le présenter. Là, on le présente en poupée gigogne avec le niveau européen, les 24 réseaux européens de référence qui sont le niveau à l'échelle européenne. Et au niveau français, les 23 filières de santé maladie rare qui ont toutes des centres de référence qui leur sont rattachés. La dernière labellisation, c'était il y a 5 ans. Il y a eu 473 centres de référence qui ont été labellisés en 2017. Et des centres de compétences, quasiment 1800, vous voyez, donc ce qui assure aussi le maillage territorial qui est assuré aussi par l'ensemble des plateformes d'expertise maladie rare. Il y en a 19 sur le territoire métropolitain et il y en a 4 en Outre-mer. Et un acteur majeur, évidemment, pour les maladies rares qu'on n'oublie jamais et qu'il est important de rappeler, c'est les associations de personnes malades, plus de 240 associations de personnes malades qui, elles aussi, contribuent à la fois à la construction du plan et à toutes les actions qui sont en lien avec les maladies rares. Voilà, c'était juste un focus pour vous montrer que le maillage territorial, il est assuré par les plateformes aussi. C'est peu ou prou les découpages des régions françaises et le PNMR3 les finance à hauteur de plus de 2 millions d'euros. Là aussi, c'est pour vous rappeler en très grande vue macroscopique les grands équilibres financiers du PNMR3. 160 millions d'euros quasiment depuis le Ségur. Le plan, il a été un petit peu revalorisé avec le Ségur, donc il atteint quasiment 160 millions d'euros par an. Vous voyez que la majeure partie de ces financements, il est dédié au centre de référence, 130 millions d'euros. Il y a une partie qui est, donc, est dédiée aux filières de santé maladie rare, donc aux 23 filières, donc quasiment 14 millions d'euros. Et puis il y a une dernière partie qu'on délègue plutôt dans la deuxième partie de l'année d'ailleurs, qui est liée aux appels à projets ou à la banque de données maladie rare, donc soit pour les plateformes, soit pour la BNDMR, soit pour les appels à projets que j'ai rappelés tout à l'heure, les ETP. On finance aussi les ERN qui sont hébergés en France en partie, les outils de RCP, la formation, voilà, toutes les actions qui peuvent être complémentaires à ce que font les centres et les filières.
Le point d'actualité, évidemment, pour cette année, c'est la labellisation. Le jury s'est réuni en janvier de cette année pour étudier les différents dossiers qui ont été soumis à candidature. Donc, il y a eu un travail en 2 phases. Il y a eu un travail, entre guillemets, par des trios d'experts. Un trio d'experts qui était à la fois composé de chercheurs, de cliniciens et de personnel plus en lien avec les parcours de soins. Donc, vous voyez, des trios complémentaires pour analyser ces dossiers. Et après, qui ont rendu des conclusions, entre guillemets, à un jury qui, lui, s'est réuni pendant toute une semaine au mois de janvier. Là, on est dans la phase où les jurys a pu poser un certain nombre de questions à un certain nombre de candidats qui pouvaient poser un certain nombre de questions. Donc, on est dans ce mois, entre guillemets, où on demande des informations complémentaires. Le jury se réunit de nouveau une journée en mars et la décision, du coup, du jury, finalement, sera prise fin mars. Et donc, on connaîtra cette décision à la fin du mois prochain. Donc, tout pile dans un mois. Sachant que c'est soumis évidemment après validation des 2 directeurs généraux de l'offre de soins et le directeur général de la recherche et de l'innovation. Mais en tout cas, les décisions du jury, c'est bien fin mars. La décision, elle vaudra toujours pour 5 ans. Et s'il y a des changements de responsables, il y a un comité de suivi de labellisation qui se réunit 2 fois par an pour les changements de responsables qui peuvent arriver dans la vie d'un centre. Là, c'est pour vous montrer, ça c'est une diapositive intéressante quand même, comme information, parce que je ne sais pas si tout le monde l'avait. Vous voyez qu'en 2017, il y a eu 109 coordonnateurs qui ont été labellisés. Il y a eu 127 candidats coordonnateurs, donc évidemment des existants, mais aussi des nouvelles candidatures. 18 candidatures, en tout cas de réseau, qui apparaîtraient. Je mets du conditionnel, parce que ça, c'est les candidatures, évidemment, ce n'est pas les conclusions. La dynamique, elle a été surtout sur les candidatures de centres constitutifs, comme vous pouvez le voir, puisque plus de 52% de nouvelles candidatures, vous voyez. Donc c'est quand même la dynamique qui est assez importante et on resterait sur à peu près un nombre de centres de compétences nouveaux, sachant qu'il y a un certain nombre de centres de compétences qui ont candidaté pour être constitutifs. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a des compétences qui apparaissent, donc ce qui permet aussi d'avoir un maillage territorial très important sur le territoire pour la prise en charge des maladies rares. En termes de calendrier, donc je vous l'ai dit, fin mars, c'est la décision donc du jury. On financera en mars, avant cette décision, au périmètre des labellisés actuels. Donc, il n'y aura pas de changement, entre guillemets, pour le financement cette année des centres de référence. Et donc, avant l'été, on fera paraître un arrêté de labellisation qui permettra vraiment d'officialiser, puisqu'on a réussi à faire passer un décret pour officialiser à la fois les centres de référence et les filières quand on les labellisera l'an prochain. Ce qui est important à retenir dans cette diapositive, c'est qu'on a déjà demandé, en fonction du nombre de centres potentiels, vous avez vu qu'il y avait une dynamique très forte de centres constitutifs nouveaux, donc on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de nouveaux centres à financer. Donc on a déjà demandé une mesure nouvelle pour l'ONDAM 2024, pour celui l'an prochain, pour accompagner ce financement et pour donc revaloriser les financements dédiés aux centres, donc qui accompagnerait un pourcentage qui accompagnerait le pourcentage de nouveaux centres qui seraient labellisés. Et donc le financement de ces nouveaux centres, enfin des anciens entre guillemets des nouveaux centres, du périmètre de la labellisation 2023, elle arrivera en financement en première circulaire 2024, avec, on l'espère, évidemment, le lancement officiel du PNMR4, dont je vais pouvoir vous dire quelques mots maintenant du futur plan. Avant de faire un plan, il faut l'évaluer. Donc, on a saisi deux hauts conseils, le Haut Conseil de la santé publique et le Haut Conseil de la recherche. Donc là, le courrier est parti depuis le mois d'octobre. Donc ces deux hauts comités font des évaluations à la fois qui vont être distinctes, puisqu'il y en a un qui est plus sur la partie, on va dire, sanitaire et l'autre sur la partie recherche. Donc c'est des comités d'experts qui sont indépendants, qui vont travailler, mais on leur a demandé, contrairement à ce qui a été fait il y a 5 ans, de bien nous remettre un rapport qui sera conjoint, donc un rapport unique entre ces deux hauts comités, ce qui permettrait de voir évidemment la complémentarité, le lien et la synergie entre le soin et la recherche. Donc ils remettront bien un rapport qui sera conjoint. On leur a demandé évidemment de travailler sur la prise en charge en elle-même, qu'elle soit diagnostique et thérapeutique, sur toutes les actions en lien avec la recherche, sur les réalisations françaises, mais également au niveau européen, puisqu'on le rappelait, mais on a 8 ERN qui sont coordonnés en France. Et évidemment, il y a Orphanet, European Chant Programme qui est aussi coordonné en France. Les actions conjointes, on a candidaté pour coordonner une action conjointe sur les bases de données européennes. Vous voyez, donc la France est là aussi assure sa place de leadership
dans le domaine des maladies rares. Et puis, en termes de gouvernance aussi, de pilotage même des actions, donc d'avoir une vue sur les actions qui ont été mises en place par les filières, et puis le déploiement de la BNDMR, évidemment, dans son set de données minimales, par les sets de données minimales qui vont arriver, les sets de données minimales traitement et le set de données minimales génomiques, qui sont des avancées majeures portées en lien avec la BNDMR. Donc, vous voyez, il y a des axes qui vont être évalués par ces deux hauts comités. Ces deux hauts comités doivent nous remettre le rapport donc à la fin de l'année 2023, ce qui permettra sur cette base de lancer officiellement un futur plan. Mais évidemment, on n'attend pas ce rapport pour lancer des groupes de travail pour le 4e plan national maladies rares qui a reçu dès à présent un arbitrage ministériel favorable. Il va bientôt, on l'espère, être annoncé officiellement par la voix du ministre, des ministres d'ailleurs, parce que c'est coporté par les deux ministres. Et donc, pour finir, vous dire déjà les 4 groupes de travail qui ont été identifiés. Les périmètres vont peut-être évoluer, mais c'est les 4 qui ont été dessinés et qui vont déjà commencer à se réunir à partir du mois prochain. Donc, il y aura un groupe de travail sur le parcours de vie, et pas que le parcours de soins, le parcours de vie et des malades, que ce soit en territoire de proximité, donc à la fois en territoire de ville, donc avec les professionnels de ville. Ça, il y a certainement des actions que le futur plan aura des objectifs à se fixer. Donc l'articulation entre les villes et les centres de référence. Et les acteurs, évidemment, de l'ensemble d'un territoire. Là aussi, les plateformes d'expertise auront leur rôle à jouer. Ce groupe de travail travaillera toujours sur l'information et améliorer la formation des professionnels. Et puis la dissémination de la politique, qu'elle soit en proximité, mais aussi à l'échelle européenne. Le deuxième groupe de travail, il est sur le diagnostic. Il y a une très belle campagne qui est actuellement en cours à l'occasion de cette journée par l'Alliance Maladies Rares sur le diagnostic, notamment. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est très bien faite. Donc évidemment, poursuivre les actions sur l'Observatoire du diagnostic des maladies rares, sur la médecine génomique et l'articulation avec le plan France Médecine Génomique. Vous savez qu'il y a 2 plateformes, Sequoia et Oragen, qui couvrent l'ensemble du territoire, qui sont évidemment un acteur majeur sur le diagnostic des maladies rares et sur la recherche de parenté. Le dépistage néonatal, on en a parlé, l'extension du dépistage néonatal, la phétopathologie, un enjeu majeur pour les maladies rares, les laboratoires de biologie médicale en lien avec les cliniciens pour les validations fonctionnelles et d'autres sujets évidemment en lien avec le diagnostic. Le 3e groupe de travail, il est plus sur l'accès au traitement et l'accès aux innovations. Là, il y a un observatoire des traitements qui a été mis en place avec le PNMR3, donc à voir comment on peut le renforcer, le compléter. La collecte de données en vie réelle pour tout ce qui est accès précoce au traitement et les accès compassionnels. L'accompagnement de l'accès au marché de l'innovation pour les maladies rares, et puis le lien avec l'Agence de l'innovation en santé et l'Alliance France Bioproduction. Et le 4e et le dernier groupe de travail qu'on a identifié, c'est plus évidemment un enjeu sur les données de santé et les biobanques. Donc là, évidemment, la continuation de la politique qui a été faite avec la BNDMR sur le recueil de données. Un enjeu majeur sur l'interopérabilité des systèmes d'information pour le partage de la donnée, la fiche maladie rare qui existe dans le dossier patient informatisé et on l'espère de plus en plus en mode autonome, le partage des données de santé en mode connecté, le partage des données de santé avec l'Europe en lien avec l'action conjointe dont je vous parlais sur les données de santé, et puis la mise en place de biobanques qui est aussi un enjeu pour le futur plan. Voyez, donc là, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est déjà des enjeux qui sont identifiés sur le futur plan. Il y a 4 groupes de travail, ils vont se réunir très régulièrement, et c'est ça qui va dessiner le 4e plan qui, on l'espère évidemment, sera lancé en 2024. Voilà. Merci beaucoup, et complètement dans les temps. Merci.